Je vous souhaite la bienvenue, chers amis. FinTech Révolution, comme l'a dit Charlie, compagne de route déjà très ancienne malgré son jeune âge de cet événement et de l'écosystème, et un lieu unique pour se rencontrer, pour réfléchir ensemble, pour se contacter, petits acteurs, grands acteurs, entrepreneurs, décideurs, pouvoirs publics, et essentiellement pour stimuler le développement, fabriquer des champions. C'est tout l'objet de notre communauté et de cet événement. Mais cette édition n'est pas tout à fait comme les autres, puisqu'il ne vous aura pas échappé que c'est notre anniversaire, c'est notre 10e anniversaire. 10e anniversaire de FinTech Révolution, mais aussi de votre association, qui a été fondée quelques semaines avant la première édition, en 2015. On était une dizaine à ce fameux déjeuner de la Bastille, et puis très rapidement 35 entrepreneurs, qui sont la base sur laquelle France FinTech s'est montée. Et ce qui renvoie à un élément extrêmement important qu'on n'a jamais perdu de vue, France FinTech, c'est une association d'entrepreneurs. On peut prendre le sujet sous les angles des thèmes techno, sous le thème de l'investissement, et tous ces thèmes sont légitimes, on les traite aussi, mais nous, c'est une association d'entrepreneurs animée par des entrepreneurs. Nos FinTech, à l'époque, étaient talentueuses, mais on peut le dire, pour résumer, petites et isolées. Je me rappelle un certain nombre de commentaires moyennement agréables que j'ai entendus à l'époque, comme une forêt de bonsaï, disaient les persifleurs. J'ai entendu aussi une sympathique bande de nains de jardin, disaient les cyniques. Aujourd'hui, France FinTech, c'est 350 entreprises membres, c'est 80 partenaires de toutes sortes que je remercie. Et je remercie tout particulièrement, et j'exprime notre reconnaissance à nos partenaires pour cet événement, dont vous découvrez les noms derrière moi. Sans eux, nous ne serions pas là. D'ailleurs, l'association ne fonctionnerait pas parce qu'ils y contribuent non seulement aujourd'hui, mais dans la durée. Et puis, une petite aparté importante pour moi, j'en profite à ce stade sur un plan très différent pour exprimer notre solidarité aux familles de nos camarades entrepreneurs de la crypto, cible en ce moment d'agressions criminelles depuis plusieurs mois. Non seulement ça pose des problèmes de sécurité et de morale, mais ça pose aussi un sérieux problème d'attractivité à notre pays, au passage. Et donc, avec les pouvoirs publics, un certain nombre de choses qui sont en cours pour les protéger, comme c'est leur droit de citoyens, eux et leurs familles. En tout cas, nous leur adressons notre sympathie. Alors, aujourd'hui, France FinTech a beaucoup cru. C'est la première association sectorielle numérique en France. On en est content. Mais au-delà de ces aspects un peu organiques, notre écosystème a montré ce dont il était capable. On a lancé plus de 1000 entreprises, 1150 entreprises, créé plus de 50 000 emplois qualifiés. On s'appuie déjà sur 14 licornes, une cinquantaine de magnifiques scale-up. Nous avons bâti un écosystème qui se caractérise essentiellement par sa diversification, avec des graines de champions pratiquement dans toutes les catégories. Et ça, c'est une de nos spécificités si on se compare à d'autres écosystèmes. Des champions dans chaque segment et bien répartis suivant les verticales, la néobanque, la surtech, les services bancaires, le paiement, le financement, la compliance, la crypto, les services au DAF et au DRH, pour en mentionner quelques-uns. Nous sommes aussi le premier écosystème de l'Union européenne, devant nos amis allemands, et le deuxième de l'Europe géographique, derrière nos camarades britanniques, partis un peu plus tôt que nous, avec des moyens, notamment capital risque, plus importants. Et donc, il y a une saine émulation en Europe à l'heure actuelle, mais on y tient notre place. On est aussi le premier compartiment de la tech française. On représente environ un tiers de l'indice Next 40, 20% du French Tech 120. On est déjà très internationaux, puisqu'un tiers de nos membres sont déjà présents à l'étranger, principalement en Europe. Et puis surtout, les fintech françaises sont viables. Plus d'un tiers, 34% ont atteint et dépassé le point mort, alors que plus de la moitié aujourd'hui ont moins de 5 ans d'âge, ce qui montre la rapidité pour arriver à ce point mort. Laquelle rapidité, d'ailleurs, ne cesse de s'accroître. On le mesurait il n'y a pas longtemps.
Aujourd'hui, il est atteint en moins de 4 ans en moyenne, ce qui est extrêmement rapide. Si vous prenez des comparaisons dans d'autres secteurs d'activité industrielle et de services, vous verrez que c'est une belle performance. Alors, au-delà de ces chiffres, certes sympathiques, mais un peu secs, j'en conviens, j'aimerais insister sur quelques aspects auxquels nous tenons fort dans notre communauté. Tout d'abord, on est extrêmement fiers de contribuer à améliorer significativement le quotidien des Français et de plus en plus d'Européens, particuliers, entreprises, collectivités territoriales et publiques, investisseurs, associations, pour mentionner quelques lignes de clientèle. Nous offrons des solutions innovantes au juste prix, qui est un sujet assez conséquent dans ce pays. Nous finançons l'économie réelle, et ce de plus en plus. Nous contribuons à l'inclusion financière et à l'éducation financière, qui en France sont des sujets sociétaux importants. Nous avons déjà abondamment communiqué là-dessus. Nous sommes des acteurs engagés dans l'impact et le développement durable. Nous aidons au respect des réglementations et renforçons la sécurité. Nous contribuons désormais à l'effort de défense, et c'est un nouveau thème qu'on abordera dans la journée sous la houlette de notre camarade Marc Sabatier. Voilà, les fintechs français se sont engagés pour financer les PMI de la base industrielle et technologique de défense. Et c'est un thème qu'on traitera dans la journée. Nous valorisons les territoires en soutenant toutes les initiatives régionales, notamment à travers la French FinTech Week, organisée avec la CPR et l'AMF. Notre philosophie est celle de la coopération, du partenariat, des synergies croisées, notamment avec les grands établissements financiers, banques, assureurs et asset managers, dont je salue ici l'ouverture d'esprit depuis le début. On a aujourd'hui plusieurs milliers de partenariats avec ces établissements, vraisemblablement de l'ordre de 3000, qui couvrent aussi bien des sujets de ce que j'appelle de production, c'est fabriquer un élément de la brique d'offres ensemble, les risques, la lutte anti-blanchiment, la connaissance client, la tarification pour l'assurance, pour citer quelques exemples, mais aussi de distribution. Nous, à travers un système de vente croisée, distribuons les produits des uns et des autres, quelquefois qu'on fabrique ensemble. Et donc, c'est à haute dose de coopération. Évidemment, on coopère abondamment avec nos associations sœurs. Je ne peux pas toutes les citer, mais je vais citer quand même France Digital, qui est un peu l'association fêtière généraliste, avec laquelle on a beaucoup d'échanges et de coopération. Mais aussi la FEPAM, la DAN, l'OCBF, représentée aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment l'ADN depuis le début de France FinTech, c'est grouper nos efforts pour avoir plus d'impact. On développe bien sûr ces coopérations à l'échelle européenne. Notre ADN de création est clairement européen. Et j'en profite pour saluer nos camarades des délégations de l'EDFA, l'Association européenne de la FinTech, dont nous sommes cofondateurs, qui sont présents à Paris cette semaine. On a passé l'après-midi, la soirée d'hier avec eux, ainsi que les représentants de la Commission européenne et de la supervision européenne. Voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est un continent unifié avec des champions européens. Et on pousse tous ensemble dans cette direction. Alors, voilà en quelques mots le bilan de 10 ans de travail acharné. Vous pouvez en être fiers. On a essayé de le faire avec une French Touch. Il y a peut-être une French Touch dans la FinTech, comme dans d'autres domaines. Quelques mots sur où nous situons à mai 2025. À fin avril, nous avons levé en fonds propres presque un demi-milliard d'euros. Pour mémoire, le chiffre de 2024 pour l'année entière, c'est 1,3 milliard d'euros. Donc on est à peu près sur la même lancée. À noter le poids de plus en plus croissant des investisseurs américains, qui sont à peu près 20% du total aujourd'hui. L'arrivée des Chinois, visiblement stimulée par les nouvelles récentes venues des États-Unis. La montée des family office, des grands business angels, et en particulier une catégorie auquel on est très attaché, ce sont les entrepreneurs qui ont fait un exit et qui réinvestissent, et qui sont particulièrement précieux parce qu'en sus de fournir des fonds, ils fournissent de l'expérience, du conseil et du réseau. Et ça se développe très fort dans la FinTech. Alors, on parle évidemment souvent des levées de fonds en fonds propres. C'est une commodité parce qu'on a ces chiffres, ils sont très précis, mais ça consiste souvent à chercher un peu la clé sous le lampadaire. C'est important les levées de fonds en fonds propres, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est à quoi ça sert, le plus important. Et ça ne suffit plus vraiment à rendre compte de notre développement seulement, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on a désormais accès au financement non dilutif pour des proportions extrêmement importantes, à la dette notamment.
Alors évidemment la dette bancaire, la BPI qui joue pleinement son rôle, et de plus en plus, ça c'est le fait marquant de la période, les fonds de dette qui investissent massivement dans notre marché. Ceci est une manifestation supplémentaire de notre crédibilité, de notre accès à un statut d'entreprise viable et en croissance. Comme toute entreprise viable en croissance, elle a un accès à la dette qui fabrique de la révolution dans la durée. Et puis la deuxième raison, et surtout, c'est parce que l'autofinancement généré par la croissance des chiffres d'affaires et des résultats prend de plus en plus le relais sur les ressources externes. Nous comptons même dans nos rangs des champions qui n'ont jamais levé. Hein. Et on peut être un champion extrêmement bien valorisé sans n'avoir jamais levé. Nombre de vous approchent du moment de la cotation sur le marché. Dès 2015, Gabriel avait franchi le pas avec iPay. Nos amis Geoffroy et Charles l'ont fait pour United en fin d'année dernière. D'autres vont sans doute le faire dans la période à venir. Ce qui change, semble-t-il, c'est qu'on n'a plus besoin nécessairement de s'exiler aux États-Unis quand on devient très grand. Pour mémoire, nos tout premiers acteurs l'avaient fait. Enfin, dû le faire, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient le faire. Kiriba, Evalua, DataIQ. Veillons à ce que ce choix demeure, et ce n'est pas une évidence. J'y reviendrai tout à l'heure. Pas mal de bonnes nouvelles donc. Est-ce à dire que nous sommes arrivés et que le ciel est tout bleu? Pas tout à fait. Je distingue 5 grands défis et contraintes que je vais énumérer rapidement. Le premier défi, c'est qu'on dispose, comme je vous l'ai dit, de 14 licornes et au-delà, mais on n'a encore aucun géant de la taille de Revolut, N26, Klarna ou Stripe. On est en bonne voie, mais il faut se hâter car les cartes se redistribuent à toute vitesse. La concentration s'accélère fortement dans la fintech européenne et mondiale, et chez nous aussi. Les big tech ne vont pas tarder à revenir en finance. Ils ont fait quelques tentatives plus ou moins réussies, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont revenir plus massivement avec des grosses ressources. Et donc, il faut fabriquer aussi des poids lourds, pas pour être gros, mais pour avoir des ressources, de la résistance et de la capacité de consolidation. Deuxième point d'attention, on a à l'évidence bénéficié d'une prime d'attractivité en France. Il me semble d'ailleurs que nous y avons modestement contribué, mais elle a bien fondu depuis un an, du fait du climat politique et financier délétère que vous connaissez tous. Les investisseurs aiment notre marché, mais ils détestent plus que tout l'incertitude et la créativité fiscale. Alors la France tend à redevenir un peu en ce moment une sorte de concours l'épine de l'impôt improbable et de la norme intrusive. Il faut qu'on y veille, parce que les effets de bord sur le développement économique, l'emploi, la croissance sont extrêmement importants. Donc on fait valoir ces points chaque fois que nous le pouvons. Troisième point, la tendance française et européenne à surréglementer, à surnormer, fait planer une menace sur notre secteur. Alors la réglementation européenne qui s'impose pour 90% de nos opérations aujourd'hui est déjà la plus contraignante du monde, mais je dois dire que souvent la France en rajoute une couche en surtransposant, surinterprétant et sursupervisant. C'est un sujet compliqué parce qu'il faut protéger le marché et ne nous méprenons pas, nous sommes tous, en tout cas France FinTech l'est, convaincus que la réglementation est impérative et nécessaire. Il faut protéger les consommateurs. Il faut protéger le marché et le système financier. Cette réglementation peut même être un atout si elle est bien pensée. Mais elle est aussi un formidable outil de concurrence, de localisation des centres de décision. Pour bouger un grand établissement industriel ou financier, il faut des mois, des années. Pour bouger une start-up, il faut beaucoup moins de temps, et donc nous devons être attentifs à ça. L'arbitrage et le dumping réglementaire font rage dans le monde aujourd'hui, et même malheureusement au sein de l'Union européenne. À ce sujet, je me permets de réitérer notre invitation au dialogue avec nos amis assureurs sur le sujet réglementaire du jour compliqué, FIDA, brique essentielle de l'Open Finance. On a déjà tenu une session de travail avec nos camarades de France Assureurs pour trouver une position de place et des aménagements raisonnables. Nous échangeons déjà avec l'AMF, la CPR, la DG Trésor, la DG FISMA. Ne lâchons pas l'affaire, car le temps presse face à la pression des géants anglo-saxons. Jouons collectif. Les récentes mises en cause des dispositifs de soutien à l'innovation, d'ailleurs, sont une contrainte et menace supplémentaire. Nous rencontrons aussi des difficultés à financer les tickets importants, les tickets de plus de 100 millions d'euros avec les investisseurs locaux, ce qui explique que la part étrangère du capital de nos champions croît avec la taille.
La cotation en bourse est rendue plus complexe pour les mêmes raisons. Tant que la France ne se résoudra pas à comprendre qu'il est très urgent de créer des fonds de capitalisation, nous serons contraints de solliciter des fonds venus de loin, de plus en plus loin, ce qui n'est pas un problème a priori en soi, mais qui peut le devenir si ça devient l'unique source de financement de nos gros acteurs. Cette capitalisation est du reste nécessaire pour financer les entreprises, mais aussi pour valoriser l'épargne des Français qui en ont conscience en capitalisant à leur manière avec l'immobilier et l'assurance vie. Cette exception française nous fait encourir un risque très significatif. Veillons à ne pas fabriquer des champions moyennement valorisés qui seront rachetés par des acteurs lointains et en feront une acquisition à bon prix. Ce n'est pas notre objectif, bien au contraire. Le marché de l'emploi, enfin, est une contrainte très forte pour nous, puisqu'on consomme pratiquement plus de cerveaux qualifiés que le marché n'en produit, et c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est une limite au développement. Pour se résumer, on a réussi à construire en une décennie un secteur d'excellence. Quand on en aura une cinquantaine de champions en puissance, ils ont pour la plupart réussi à s'implanter en Europe. Pour autant, la créativité n'est pas perdue, puisque je continue à voir énormément de créations en amorçage d'excellente qualité avec une vraie offre de valeur différenciante. On doit alors leur fournir à tous, petits et grands, les moyens de devenir des champions et donc résoudre ces problèmes de ressources. On a un besoin de stabilité politique, financière, fiscale et réglementaire. Et puis évidemment, on a un gigantesque sujet positif, mais contraignant à l'heure actuelle, qui est le déploiement de l'IA dans toutes nos solutions, qui est en train de changer le monde et de changer particulièrement les secteurs financiers et de services, puisque c'est de la data, c'est de la donnée. Tous les défis que j'ai évoqués ne sont pas spécifiques à la FinTech. Ils concernent toute la tech française et toutes les entreprises innovantes. De ce point de vue, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est selon son tempérament. Moi, j'ai tendance à prendre la version positive parce que j'aimerais attirer votre attention sur un sujet qui me paraît essentiel. On s'appuie sur des atouts extrêmement lourds et profonds, en particulier les compétences académiques exceptionnelles de classe mondiale en IA, en blockchain, en Web3 et dans le quantique, qui aura un immense impact demain. On a des infrastructures de très grande qualité, de l'énergie décarbonée dans des proportions absolument uniques au monde, ce qui est essentiel pour la tech. Ce sujet, il me paraît clair qu'on ne pourra pas continuer cette course à l'abîme de la consommation d'énergie folle pour les calculs et le stockage, et que les solutions d'IA devront être, qui seront au centre de tous nos modèles, devront être beaucoup plus frugales en énergie et proportionnées. On a un cadre réglementaire solide et cohérent, même si quelquefois un peu lourd, des champions nationaux de classe mondiale dans tous les secteurs. La présence dans notre pays de grands groupes financiers, banques, assurances, sociétés de gestion est un immense atout pour notre pays. Les fintechs en sont conscientes. Ces grands établissements nous mènent parfois à la vie dure, nous aussi d'ailleurs, mais nous nous poussons mutuellement à l'excellence. Notre avenir repose sur la coopération entre les uns et les autres, mais aussi avec les pouvoirs publics, les régulateurs et nos camarades européens. On doit fonctionner en écosystème, ce qu'on essaie de faire, en bande même. United, c'est ça qui explique le slogan d'aujourd'hui. Pour la 8e année consécutive, notre pays est numéro 1 en attractivité, mais dans une Europe qui globalement baisse en attractivité. Donc on est toujours en tête, mais d'une part qui tend à se réduire globalement. On a accès au premier marché de consommation du monde, de très loin le premier, 450 millions de consommateurs à haut niveau de pouvoir d'achat, avec le système de l'agrément réglementaire qui permet, à partir d'un agrément d'un pays, de les toucher tous, qui est un atout considérable. Nos principales faiblesses, elles sont très invalidantes, sont le financement des gros tickets, les flottements politiques et la trop lente mobilisation de nos ressources. Permettez-moi de résumer ce que je viens de dire d'une autre façon. Nos atouts sont très forts, ils sont même uniques au monde, particulièrement adaptés à la révolution technologique, qui ne fait que commencer. Ces atouts, ça prend environ une cinquantaine d'années à construire. Un système éducatif, des infrastructures, de l'énergie, etc., etc. Nos faiblesses relèvent essentiellement de la volonté politique, de la décision concertée, de la volonté de faire et de réussir. En un mot, elles relèvent de la vision et du courage. C'est pas rien de gagner en vision et en courage, et ça fait souvent défaut, mais cela peut être mobilisé en quelques mois. Donc d'un côté, j'ai une cinquantaine d'années, de l'autre, j'ai quelques mois. On peut y arriver si on se met tous ensemble. Je suis de ceux qui pensent d'ailleurs que la formidable déstabilisation introduite par l'élection américaine dans le monde et le grand désordre du monde pour des raisons géopolitiques constitue une formidable opportunité pour notre pays
Et pour l'Europe, ce gigantesque wake-up call doit être mis à profit sans tarder. L'Europe offre un cadre exceptionnel de compétences, de stabilité, d'éthique et de valeurs. Unique au monde, l'union des marchés de capitaux, de ce point de vue, est extrêmement urgente. La FinTech française veut prendre sa part, elle est légitime, elle est talentueuse, elle est responsable, elle est désormais reconnue. Cessons de nous lamenter, de douter et accélérons plus fort, conscients de ce qu'il nous reste à faire, de ce qui est important aussi, du formidable travail accompli et de notre magnifique potentiel. Ensemble, unis et donc united. Bon anniversaire la FinTech française. Je vous remercie.